Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Sir Galahad et je m'engage à vous présenter un nouveau deck. Le commandeur du jour est le commandeur d'un deck préconstruit qu'on va bien sûr modifier. Il s'agit de Ishtola de la saga Final Fantasy. Elle sort sur une noire, une bleue, une blanche et une incolore. Elle est 2-4 vigilance et elle dit qu'au début de chaque étape de fin, si un joueur a perdu 4 points de vie ou plus pendant ce tour, alors on peut piocher une carte. Et elle dit aussi qu'à chaque fois qu'on lance un sort non créature dont la valeur de mana est supérieure ou égale à 3, à ce moment-là, elle va faire 2 points de dégâts à chaque adversaire et on va gagner 2 points de vie. Alors, je vous préviens, j'ai pas du tout accroché sur, la thématique du deck, préconstruit. Par contre, j'ai énormément adoré le commandeur. Je trouve que l'histoire est très intéressante comme commandeur. J'aime beaucoup sa mécanique. Du coup, j'ai beaucoup plus modifié le deck que j'ai l'habitude de le faire. Il reste pas grand chose de ce qu'il y avait à l'origine à l'intérieur. J'espère que ça va vous plaire malgré tout. Si vous avez l'habitude de mes vidéos, vous savez que je commence toujours dans l'ordre par la mana base, la pioche, etc. Mais j'ai décidé de faire différent cette fois-ci. Je vais commencer par expliquer mes deux plans de jeu. Le premier plan de jeu va être basé sur le fait de drainer la vie de nos adversaires à distance, ce que permet de faire déjà notre commandeur à chaque fois qu'on va lancer un sort non créature valant 3 mana ou plus. Papalino Totolimo, une petite créature qui synergise exactement avec notre commandeur, parce qu'elle fait quasiment la même chose. Elle dit qu'à chaque fois qu'on lance un sort non créature, on va faire un point de dégâts à chaque adversaire et gagner un point de vie. C'est quasiment ce que fait notre commandeur. C'est un peu mieux parce que on n'a pas besoin de lancer des sorts valant 3 mana ou plus pour que ça se déclenche, mais c'est un peu moins bien parce que ça fait que un point au lieu de 2. Néanmoins, c'est une très bonne créature. On peut aussi la sacrifier en payant 4 mana pour faire en sorte que chaque adversaire qui a perdu des points de vie ce tour-ci soit obligé de sacrifier la créature la plus forte qu'il contrôle. Et elle synergise incroyablement bien avec Krill Balle de Sion qui, elle, dit à chaque fois qu'on lance un sort non créature, on peut renvoyer dans notre main depuis notre cimetière une carte de créature dont la valeur de mana est égale à la valeur de mana du sort qu'on a lancé ce tour-ci. Et donc, à chaque fois qu'on va lancer un sort dont la valeur de mana est 2, on va pouvoir récupérer Papa Limo depuis notre cimetière dans notre main pour pouvoir à nouveau la sacrifier et forcer nos adversaires à détruire leurs cartes les plus puissantes. Voyons maintenant le chevalier cadavérique et Kambal maire profiteur. Tous les deux vont être basés sur les arrivées en jeu, mais différemment. Le chevalier cadavérique va dire qu'à chaque fois qu'une autre créature que nous contrôlons arrive, chaque adversaire perd un point de vie. Une partie de notre plan de jeu, nous le verrons plus tard, va consister à amener pas mal de créatures et il va donc être très efficace et très synergique dans notre deck. Kambal, maire profiteur, quant à lui, va nous permettre de créer des jetons à chaque fois qu'un adversaire crée des jetons. Étant donné la tendance des jeux récents à créer beaucoup de jetons, il va souvent nous être très utile. Et en plus, à chaque fois qu'un jeton va arriver en jeu sous notre contrôle, chaque adversaire va perdre un point de vie et on va gagner un point de vie. Et ça aussi, on va pouvoir le déclencher très très souvent, comme vous le verrez plus tard dans notre deuxième plan de jeu. L'émissaire de Drana va parfaitement dans ce plan puisqu'il dit qu'au début de notre entretien, chaque adversaire perd un point de vie et nous, on gagne un point de vie. Comme il faut qu'un joueur ait perdu au moins 4 points de vie dans un tour pour qu'on pioche une carte, elle va nous rapprocher de cet objectif. C'est vraiment excellent dans ce que l'on veut faire. La patricienne indulgente est très synergique avec notre plan de jeu puisqu'elle dit qu'au début de notre étape de fin, si on a gagné au moins 3 points de vie, chaque adversaire perd 3 points de vie. Gagner des points de vie, ce sera relativement facile, d'autant qu'en plus elle a le vol et le lien de vie, donc on pourra assez souvent passer. Et en plus, elle va faire perdre 3 points de vie à chaque adversaire, ce qui va assez facilement nous permettre d'atteindre la barrière fatidique des 4 nécessaires pour piocher une carte. La vampire buveuse de volutes, une créature qui dit qu'à chaque fois qu'une autre créature de force inférieure ou égale à 2 arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, chaque adversaire perd un point de vie et on gagne un point de vie. On va pouvoir assez facilement abuser de cette capacité, comme on va le voir, d'autant plus que quasiment toutes nos créatures de toute façon rentrent dans cette catégorie. Elle a une deuxième capacité qui est plus anecdotique, mais bon, sait-on jamais. Pour une mana noire, une mana blanche et 5 mana incolores, donc c'est relativement cher, elle dit que toutes les créatures que nous contrôlons qui ont une force inférieure ou égale à 2 gagne le contact mortel et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. On verra qu'il y a des synergies très intéressantes avec cette carte, même si vraiment ce sera en fin de partie qu'elle pourra s'avérer utile cette capacité. Le vampire d'Avre Falaise, quant à lui, dit qu'à chaque fois qu'on va gagner des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Donc déjà avec notre commandeur, à chaque fois qu'on va lancer un sort non créature et qu'on va gagner 2 points de vie grâce à ça, chaque adversaire va perdre un point de vie supplémentaire, ce qui porte à 3 les points de vie perdus par chaque adversaire et nous approche du fatidique 4 permettant de piocher la carte magique. L'agent des masques dit qu'au début de notre entretien, chaque adversaire perd un point de vie et nous gagnons autant de points de vie que ceux perdus de cette façon. À 4 joueurs, ça nous permettra donc de gagner 3 points de vie à chaque entretien grâce à cette capacité. C'est vraiment très très intéressant dans ce plan de jeu. Quant au Star Seer Mentor, lui, en plus d'avoir le vol et la vigilance et un body de 5, ce qui nous fera un bon défenseur, il dit qu'au début de notre étape de fin, si nous avons gagné ou perdu des points de vie pendant ce tour, ce qui sera assez facile avec notre commandeur, un adversaire ciblé va devoir le faire le choix entre
payer 3 points de vie ou sacrifier un permanent non terrain ou discarder une carte. C'est extrêmement intéressant parce que ça fait vraiment plein de choses et c'est très facile à déclencher dans notre plan de jeu. Alors, excusez-moi pour la prononciation, mais je crois que ça se dit Razvelgr. Donc, lui, il dit que à chaque fois qu'il arrive en jeu ou qu'on lance un sort non créature, une créature ciblée gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Déjà, une fois qu'il aura la capacité d'attaquer, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va lancer un sort non créature, lui, il va devenir 6/5 et il va pouvoir infliger 6 points de dégâts à un adversaire qui pourra pas faire grand-chose contre ça malheureusement. C'est vraiment extrêmement puissant et très synergique avec notre plan de jeu, puisque nous, dans la foulée, on piochera une carte évidemment. Franck Daniel, quant à lui, il dit qu'à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel, on va pouvoir faire surveiller un. Alors ça pourrait éventuellement être intéressant, bien qu'on joue pas un deck basé sur la réanimation normalement, donc ça sera pas toujours très intéressant. Néanmoins, il dit qu'au début de notre étape de fin, chaque adversaire va devoir sacrifier une créature non jeton de son choix et chaque adversaire qui ne le fait pas va perdre 2 points de vie pour chaque éphémère et rituel qu'il y a dans notre cimetière. C'est-à-dire que dès lors qu'il y en a au moins un, on va pouvoir, avec notre commandeur et cette capacité, atteindre les fameux 4 points de vie, nous permettant de piocher une carte supplémentaire à la fin du tour. Le fragment de cryptolite, cet artefact qui malheureusement arrive en jeu engagé, mais néanmoins il va nous donner une mana de n'importe quelle couleur à chaque fois qu'on l'utilise. Il vaut 3 mana, donc il va déclencher notre commandeur, et surtout à chaque fois qu'on l'utilise, chaque joueur, nous y compris, va perdre un point de vie, ce qui augmentera nos chances d'atteindre les fameux 4 points de vie nécessaires pour pouvoir piocher une carte. Il peut éventuellement se transformer en créature si tous les joueurs à la table ont 10 points de vie ou moins. Ce sera extrêmement difficile de réussir à faire cette condition, surtout si on réussit notre plan de jeu, parce que nous, on devrait rester assez haut en point de vie normalement. Néanmoins, on obtiendra dans ces cas-là une créature qui a le vol, le contact mortel et qui est 1/4, et qui dit qu'à chaque fois qu'elle attaque, chaque adversaire perd 3 points de vie. C'est très fort, mais néanmoins, moi je préfère personnellement qu'elle ne se transforme pas, car c'est plus efficace et plus intéressant de pouvoir pinguer les adversaires sans avoir besoin de les attaquer. La transposition et le cercle de puissance vont tous les deux faire la même chose, c'est-à-dire nous permettre de créer un jeton de créature 0-1 noir sorcier qui dit qu'à chaque fois qu'on lance un sort non créature, chaque adversaire va prendre un point de dégâts. Évidemment, avoir plusieurs de ces jetons va rapidement être très fort dans notre plan de jeu. Le cercle de pouvoir nous permet de piocher 2 cartes et de perdre 2 points de vie. Ça veut dire qu'avec notre commandeur et simplement cette carte, on aura au total gagné 2 vies et perdu 2 points de vie, donc ça sera match nul, c'est très intéressant. La transposition, malheureusement, nous force à discarder une carte au moment où on la lance, et en plus, elle va se relancer à notre prochaine phase d'entretien grâce au rebond, et on va discarder de nouveau une carte en la lançant. Bon, on pioche une carte à chaque fois, certes, ça filtre notre jeu, ça nous permet d'aller plus vite, mais défausser, c'est un petit peu embêtant dans notre plan de jeu parce qu'on joue pas un deck basé sur la récupération de ce qu'il y a dans notre cimetière. Ce sera parfois un peu embêtant d'être obligé de jeter une carte. Ça reste néanmoins deux cartes qui synergisent très bien et qui sont très fortes dans notre plan de jeu. Siphon Soul et Blood Ties. Ces deux rituels sont très synergiques avec notre plan de jeu et surtout avec notre commandeur. Pour une mana noire et deux incolores, Siphon Soul va dire que chaque adversaire va recevoir 2 points de dégâts et nous allons gagner autant de points de vie que les dégâts infligés. Donc à 4 joueurs, on gagne 6 points de vie. Notre commandeur va alors se déclencher puisque ce sort vaut 3 mana ou plus et ce n'est pas un sort de créature. Chaque adversaire va perdre 2 points de vie et on va gagner 2 de plus. Ce qui veut dire qu'au total, chaque adversaire aura perdu 4 points de vie et nous en aurons gagné 8. Et en plus de ça, on va pouvoir piocher parce que ça va déclencher la capacité de notre commandeur qui dit que dès lors qu'un joueur a perdu au moins 4 points de vie, on va pouvoir piocher une carte. Et pour en finir avec ce plan de jeu, nous avons Exsanguination qui dit que pour 2 mana noires et X, chaque adversaire va perdre X points de vie et nous allons gagner autant de vie que le total de vie perdu de cette façon. Cette carte peut éventuellement servir à achever un adversaire qui est très bas en vie en fin de partie. Dans tous les cas de figure, dès lors qu'on aura payé au moins 4 mana en tout, ça va déclencher notre capacité à pouvoir piocher une carte grâce à notre commandeur, nous faire gagner beaucoup de points de vie. C'est une carte qui est vraiment très synergique dans notre plan de jeu. Ça marche très bien pour faire ce que l'on veut faire. La deuxième partie de notre plan de jeu se décompose en deux étapes. La première et la plus intéressante, ça va être de réussir à créer une copie de notre commandeur, et la deuxième, ça va être de créer plein de petits jetons afin de se défendre parce qu'on va beaucoup attirer l'attention de nos adversaires évidemment. Notre commandeur dit que à chaque fois qu'on lance un sort non créature valant 3 mana ou plus, elle fait 2 points de dégâts à chaque adversaire et on gagne 2 points de vie. Si nous arrivons à la copier, ça veut dire que dès lors qu'on va lancer un sort non créature valant 3 mana ou plus, chaque adversaire va recevoir 4 points de dégâts et nous allons gagner
gagner 4 points de vie. Et dès lors que chaque adversaire va recevoir 4 points de dégâts, on va donc piocher une carte pour chaque copie de notre commandeur. Donc on va pouvoir piocher au moins 2 cartes. C'est vraiment très très intéressant et c'est exactement sur ça qu'on a basé notre deuxième plan de bataille. Nous allons commencer par ces 2 cartes. La doublure d'étincelle qui est une créature qui, quand elle arrive en jeu, nous permet de copier un permanent créature ou planeswalker, sauf que la copie n'est pas légendaire. On va donc pouvoir copier notre commandeur, sauf qu'elle arrivera en plus avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle. Quant au prisonnier zéro, c'est une saga qui dit que à sa troisième étape, elle va nous permettre de créer une copie d'une créature ciblée, sauf que la copie s'appelle prisonnier zéro au lieu de s'appeler Ishtola en l'occurrence, et donc ça va nous permettre de copier notre commandeur là encore. Alors c'est malheureusement un peu long parce qu'il faut 3 tours avant que la copie arrive, mais néanmoins ça reste un sort non créature valant 3 mana ou plus, ça déclenche notre commandeur, c'est très très bien. Et maintenant, deux rituels, la ville duplication d'Irenicus et le désalignement quantique vont tous les deux nous permettre de créer une copie de n'importe quelle créature, sauf que la copie n'est pas légendaire, et donc encore une fois, on va pouvoir copier notre commandeur. Notons au passage que le désalignement quantique va nous permettre de créer notre commandeur deux fois, puisqu'il a le rebond, c'est-à-dire qu'il va se lancer une deuxième fois au tour d'après, et au moment où il va se lancer, il va déclencher nos deux commandeurs, parce qu'on va relancer le sort qui vaut 3 mana ou plus, donc piocher des cartes. L'effet va être, très, très, très intense pour nos adversaires. Alors comme cela ne fait que 4 cartes permettant de copier notre commandeur et que ça fait partie d'une des choses qu'on a vraiment envie de réussir à faire, j'ai rajouté ces 2 cartes qui permettent de faire un tuteur pour aller chercher une de ces 4 cartes. Alors j'ai pas voulu mettre des tuteurs classiques parce que je trouvais que c'était un petit peu trop fort et c'est pas dans l'esprit du jeu casual, donc j'ai mis des tuteurs qui nécessitent des conditions pour, être remplis. En plus, ce sont 2 cartes qui sont très budget pour le coup. Donc l'affaire du squelette caché, c'est un enchantement qui dit que lorsqu'il arrive sur champ de bataille, on crée un jeton de créature de 1 noir squelette et on la suspecte. Tant qu'elle est suspectée, elle a la menace et elle ne peut pas bloquer. Donc elle va vraiment servir que à attaquer. Et on résout l'affaire dès lors qu'on ne contrôle plus ce squelette, autrement dit dès lors qu'il est mort. Autrement dit, les adversaires vont avoir le choix entre prendre 2 points de dégâts à chaque fois qu'on va attaquer avec, c'est-à-dire donc de ne pas la bloquer ou la bloquer et donc forcément la tuer vu qu'elle a que 1 point de vie, ce qui nous permettra de résoudre l'affaire et à ce moment-là, pour une mana noire et une incolore, on pourra sacrifier cet enchantement pour aller chercher n'importe quelle 4 dans notre bibliothèque, la mettre dans notre main. Et là, on ira bien sûr chercher une des 4 cartes qui permettent de copier notre commandeur ou une autre carte si on a déjà copié notre commandeur, bien entendu. L'âge de la victoire, quant à lui, il fonctionne sur le système de la vitesse qui était dans l'extension Aether Drist. Donc, quand il arrive en jeu, il va nous créer un jeton de créature 2/2 noir zombie et dès lors qu'on aura la vitesse maximale, on pourra le sacrifier pour aller chercher une carte que l'on souhaite. La vitesse, à chaque fois qu'on arrive à la fin de notre tour, si un adversaire a perdu des points de vie, on augmente notre vitesse de 1, sachant qu'on commence à 1 et la vitesse maximale est 4. Autrement dit, il faudra en tout au moins 3 tours de jeu pour faire passer la vitesse à la vitesse maximale et pouvoir sacrifier l'âge de la victoire. Donc encore une fois, ça reste un tuteur qui reste vraiment très très acceptable dans un mode de jeu casual entre amis. Le rite de duplication par défaut ne nous permettra pas de copier notre commandeur, ce qui ne me permet pas de copier une créature légendaire. Par contre, il peut nous permettre de copier une des copies qu'on a créées de notre commandeur grâce au précédent sort que nous avons vu. Néanmoins, il existe énormément de cartes dans notre jeu qu'on aura potentiellement envie de copier, comme par exemple l'émissaire de Drana, qui va rajouter donc les dégâts qu'on fait à chaque début de tour à nos adversaires et les points de vie qu'on gagne, et la Musennet des Vents qui va permettre de devenir pratiquement inattaquable par nos adversaires. Si jamais nous avons assez de mana pour kicker ce sort, c'est-à-dire payer 5 mana de plus au moment où on le lance, on va pouvoir créer non pas un, mais 5 jetons qui seront des copies de la créature qu'on a choisie. Donc imaginez 5 copies de l'émissaire de Drana par exemple, ce qui fait que chaque adversaire paiera 6 points de vie au début de notre entretien et nous on gagnera 6 points de vie. C'est très très fort. Ou la muse des vents qui fait que pour nous attaquer avec une créature, il faudra payer 12 mana. Nous attaquer avec deux créatures deviendra pratiquement totalement impossible. Cette deuxième partie de plan de jeu est coupée en deux parties elles-mêmes. Donc la partie qui nous permet de dupliquer notre commandeur, comme on vient de la voir, et une autre partie qui va être entièrement consacrée à la création d'un maximum de jetons de créatures. Notre deck va beaucoup, beaucoup solliciter d'aggro, c'est-à-dire qu'on va vraiment énerver nos adversaires qui vont avoir envie de nous punir pour tous les dégâts qu'on leur fait tous les tours, et il va falloir qu'on puisse se défendre. Et une partie de notre plan de défense va reposer sur la quantité de jetons de créatures qu'on va être capable de générer, qui seront là, bien entendu, en tant que chair à canon pour bloquer. Donc Hildibrand de Manderville rentre parfaitement dans cette catégorie puisqu'il va nous permettre pour une mana noire et deux incolores d'être joué en tant qu'aventure
et déclencher notre commandeur au passage en créant un jeton 2-2 noir zombie. Et en plus, si jamais il meurt, on va pouvoir le rejouer pour une aventure. Autrement dit, on va pouvoir attaquer à outrance avec et le rejouer, redéclenchant notre commandeur à chaque fois qu'on va le rejouer, recréant un jeton à chaque fois. Imaginons bien entendu, tout ce qui va venir après va très bien synergiser avec une carte comme par exemple le chevalier cadavérique, puisque à chaque fois qu'un jeton de créature va arriver en jeu, chaque adversaire va perdre un point de vie. La mécanique qu'on va utiliser pour pouvoir créer des jetons de créatures va très souvent reposer sur le fait qu'on va pouvoir piocher une deuxième carte pendant notre tour grâce à notre commandeur. Prenons ces exemples, ce sont 3 cartes qui illustrent parfaitement cette mécanique: le meilleur détective du mois, le mystique malicieux et le messager d'Emrakul. La meilleure détective du mois va créer un jeton de créature 2-2 blanc et bleu détective à chaque fois qu'on pioche notre deuxième carte chaque tour. Si jamais nous avons l'ascension, c'est-à-dire si nous contrôlons au total 10 permanents, les terrains comptent, donc ça peut aller relativement vite, et une fois qu'on a acquis l'ascension, on ne peut plus la perdre, même si on perd des permanents. Donc, tant que nous avons l'agrément de la cité, les détectives que nous contrôlons ne peuvent pas être bloqués, ce qui va évidemment nous aider à pouvoir infliger ces fameuses 4 points de dégâts qu'on doit faire chaque tour. Le mythique malicieux lui va nous permettre de créer des jetons 1-1 bleu peuple fée avec le vol, très très bien pour nous défendre de nos adversaires, voire éventuellement pour les piquer s'ils n'ont pas de ressources aériennes. Et le messager d'Emrakul lui va nous créer des jetons 0-1 incolores qu'on pourra sacrifier pour de la mana ou utiliser comme bloqueur. L'enquêteur intérêt va nous permettre de créer des jetons indices. Et en plus, à chaque fois qu'on va piocher notre deuxième carte, il créera un jeton 1-1 blanc esprit avec le vol. Ces jetons indices seront peut-être une des rares façons qu'on aura de déclencher la deuxième capacité d'Alandra qui requiert qu'on ait pioché au moins 5 cartes dans un même tour pour rendre plus X toutes les créatures dragons qu'on contrôle jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de cartes qu'on a dans notre main. Mais elle est dans notre deck surtout parce qu'à chaque fois qu'on va piocher notre deuxième carte chaque tour, on va créer un jeton 2-2 bleu dragon avec le vol. La horde d'homoncules, quant à elle, pourrait éventuellement devenir à terme une de nos conditions de victoire, parce qu'à chaque fois qu'on va piocher notre deuxième carte à chaque tour, on va créer un jeton qui est une copie de lui-même. Donc la première fois, on en aura 2, la deuxième fois 4, la troisième fois 8, puis 16, et ensuite, normalement, ça va très très vite faire très très mal. Ensuite, nous avons Hermès. Lui, il dit qu'à chaque fois qu'on va lancer un sort non créature, on va créer un jeton de créature oiseau 1-1 bleu avec le vol et la vigilance. Et en plus, à chaque fois qu'on attaque avec au moins un oiseau, on va pouvoir faire regard 2. Et on a l'enchantement murmure d'oiseau qui dit que tous les oiseaux que nous contrôlons gagnent +1/+1 et ont la vigilance. Et en plus, au début de notre étape de fin, pour chaque sort que nous avons lancé ce tour-ci, créature ou non créature, peu importe, nous allons créer un jeton de créature. Un de bleu oiseau avec le vol, appelé Corbeau de l'orage, créature qui sera donc 2-3 grâce à cet enchantement. Et pour finir avec cette partie de notre plan de jeu, nous avons le Seigneur de Sang Royal qui dit qu'au début de chaque étape de fin, si nous avons gagné des points de vie ce tour-ci, nous allons créer un jeton de créature 1-1 noir chauve-souris avec le vol. À chaque fois qu'on va lancer un éphémère pendant le tour d'un adversaire, si cet éphémère vaut 3 mana ou plus, on va pouvoir déclencher le Seigneur de Sang Royal grâce à notre commandeur qui nous fera gagner 2 points de vie. Le fabricant de mécanoptères, quant à lui, va nous permettre de créer un jeton incolore 1-1 mécanoptère avec le vol à chaque fois qu'on piochera notre deuxième carte chaque tour, et donc, encore une fois, va synergiser avec notre plan de piocher une carte grâce à notre commandeur. Notre commandeur est particulièrement agressif et menaçant et nous allons générer beaucoup d'aggro de la part de nos adversaires. Il faut vraiment qu'on ait beaucoup de cartes de défense dans notre jeu. Nous allons pouvoir créer beaucoup de jetons grâce à ce qu'on a vu avant au niveau de la génération des jetons. Donc ça, ce sont des créatures qui nous permettront de beaucoup bloquer, mais néanmoins, c'est pas suffisant. On a donc rajouté une partie de notre jeu assez importante qui est basée sur la défense. Commençons par ces 3 créatures qui ont toutes les 3 le même effet. Elles obligent notre adversaire à payer de la mana pour chaque créature qui va nous attaquer. Ça évite à notre adversaire de pouvoir nous attaquer de façon massive à moins de vraiment dépenser beaucoup de mana. Et si jamais nous réussissons à avoir 2 de ces effets en même temps, ça va devenir très compliqué pour notre adversaire de pouvoir nous attaquer. Rappelez-vous qu'on va pouvoir nous de notre côté créer massivement des jetons, et si notre adversaire ne peut nous attaquer qu'avec une ou 2 créatures et qu'on a assez de jetons, on sera vraiment très très bien paré pour très bien se défendre. Les 3 cartes suivantes font la même chose, sauf qu'elles ont en plus le bon goût d'être des sorts non créatures coûtant 3 mana ou plus et donc déclencheront les capacités de notre commandeur. Petite mention spéciale pour l'annexe de Norn, on peut payer 4 points de vie pour payer la mana colorée de ce sort et donc déclencher notre commandeur pour piocher une carte en fin de tour grâce à lui. Et en plus, les adversaires, s'ils n'ont pas de mana blanche, vont devoir payer des points de vie pour nous attaquer et donc encore une fois nous permettre de déclencher notre commandeur.
Je rentre Krail Baldesion dans la gamme de la défense puisqu'elle nous permettra à chaque fois qu'on joue un sort non créature de pouvoir récupérer une de nos créatures qu'on aurait perdues. Le danseur chakram ou les chakrams de danseur, c'est un équipement qui est assez intéressant puisque il va donner le lien de vie à notre commandeur, ce qui veut dire qu'à chaque fois que notre, commandeur va être déclenché et que chaque adversaire va donc recevoir 2 points de dégâts de notre commandeur, on va aussi gagner 2 points de vie du coup puisqu'il aura le lien de vie. C'est particulièrement intéressant d'équiper cette, carte sur le meilleur détective du mois parce que lui, il peut devenir imbloquable. Donc on aurait un 4-5 imbloquable qui donne en plus le lien de vie à notre commandeur. Très belle synergie. Notre plan de jeu peut être relativement fragile contre des sorts de gestion de masse, il nous faut de quoi nous défendre. Aussi, j'ai rajouté ces 3 sorts. La contingence de Bane et l'écrasement de sorts vont tous les deux nous permettre de pouvoir contrer des sorts qui vont gérer nos créatures ou d'autres sorts éventuellement, mais c'est essentiellement ces sorts-là qu'on a en tête évidemment. Quant, à la défense née des racines, elle va nous permettre de rendre toutes nos créatures indestructibles jusqu'à la fin du tour et en plus de faire une copie d'un jeton qu'on contrôle. Dans l'idéal, si nous avons réussi notre plan de jeu, on fera un copie de notre commandeur, bien entendu. Notre deck n'ayant pas vocation à attaquer nos adversaires, nous n'avons pas besoin de gérer leur défense. Nous allons uniquement gérer que ce qui permet d'empêcher notre plan de jeu de se développer ou éventuellement ce qui peut nous menacer directement. La cavalière meurtrière, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un éphémère et puis plus tard une créature. Parce qu'en fait, on va le jouer d'abord pour 2 manas noirs et une incolore en tant qu'aventure et donc éphémère, un sort non créature qui va déclencher notre commandeur. On va pouvoir détruire une créature ciblée ou un planewalker ciblé en payant 2 points de vie qu'on récupère grâce à notre commandeur. Ensuite, on va pouvoir jouer le sort depuis l'exil. C'est une 2-3 lien de vie. Ce sera intéressant, mais sans plus. Et quand elle va mourir, on la mettra sous notre bibliothèque, ce qui nous empêchera de pouvoir la récupérer en main avec d'autres effets. C'est un peu dommage. Le mentor, j'en ai parlé déjà du mentor, précédemment dans cette vidéo, mais néanmoins je voulais revenir dessus. D'abord, c'est un très bon body, hein, 5 en défense avec la vigilance et le vol, il pourra bien nous défendre, mais surtout au début de notre étape de fin, si nous avons gagné ou perdu des points de vie, ce qui sera pratiquement, facile à faire, chaque tour dans notre jeu, un adversaire ciblé va devoir choisir entre perdre 3 points de vie ou sacrifier un permanent non terrain ou défausser une carte. Très souvent, perdre 3 points de vie, ça va nous permettre de piocher, donc c'est parfait pour nous. Et s'il ne veut pas nous faire piocher, il va devoir sacrifier ou défausser. Et ça, c'est très intéressant aussi pour nous, surtout si on choisit bien notre adversaire. La canne du mage bleu est un artefact équipement. Lorsqu'il arrive en jeu, on crée un jeton de créature et on lui attache automatiquement l'équipement. La créature gagne plus 0, plus 2 et est un sorcier en plus de ses autres types, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de dire que dès lors qu'elle va attaquer, on va pouvoir exiler jusqu'à un éphémère ou un rituel depuis le cimetière du joueur défenseur et on va pouvoir ensuite créer une copie de cette carte exilée et la lancer en payant 3 manas incolores, quel que soit son coût. C'est extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, ça enlève des cartes du cimetière de l'adversaire, ce qui est toujours bon dans tous les cas de figure. Et en plus, ça va nous permettre très souvent de déclencher notre commandeur en lançant un rituel ou un éphémère dont le coût en mana est supérieur ou égal à 3. L'Oralite blanche est un artefact intéressant. D'abord, quand il arrive en jeu, on va exiler un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet artefact quitte le jeu. Et en plus, il nous donne une mana blanche quand on l'engage. C'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est une très très bonne commune personnellement. Le Nudie Dog est un enchantement très original que j'aime beaucoup. Alors, ça existait déjà, hein, des cartes de ce type, mais bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un enchantement de type aura, donc on va le mettre sur une créature. On va en règle générale préférer le mettre sur une créature adverse, évidemment. Cette créature devient un dragon noir 4-2 avec le vol et le contact mortel, mais ce qui nous intéresse le plus surtout, c'est qu'elle devient incitée. Incitée, ça signifie qu'elle est obligée d'attaquer à chaque combat si possible et qu'elle ne peut pas nous attaquer nous, à moins qu'il n'y ait aucune autre cible valide pour son attaque. Et là où c'est intéressant, c'est que comme elle a plus que 2 points de défense, elle va sûrement, très certainement, souvent mourir. Si elle ne meurt pas, elle fera 4 points de dégâts et donc elle déclenchera notre commandeur, on pourra piocher une carte. Et si elle meurt, l'enchantement revient dans notre main et donc on pourra le rejouer pour déclencher notre commandeur et faire perdre 2 points de vie à chaque joueur pour en gagner 2. C'est gagnant, gagnant. En plus, à chaque fois qu'on va le rejouer, si on a Kryl en jeu, on va pouvoir redéclencher son effet permettant de récupérer une créature depuis notre cimetière. Il y a 6 créatures ayant un coût converti de mana de 3 dans notre jeu. Ça peut toujours être utile. Alors, on finit la gestion avec ces 2 sorts très puissants qui permettent tous les 2 de gérer la plupart des permanents qui vont nous poser souci. La justification est un rituel qui peut détruire n'importe quel permanent et l'autre est un éphémère qui peut détruire uniquement des permanents non terrain, mais c'est déjà bien suffisant pour ce qu'on a envie de faire la plupart du temps et surtout qui ne peut pas être contré. Je vous encourage vivement à garder ces 2 sorts précieusement si vous les avez parce qu'ils vont nous permettre de gérer des cartes qui peuvent nous empêcher de gagner. Donc tout ce qui peut éventuellement être
quelque chose qui empêche notre plan de jeu ou qui permet au joueur de s'en prémunir, de s'en défendre ou de le contrecarrer d'une façon quelconque, c'est vraiment ce qu'il va falloir cibler de façon prioritaire. Des créatures, même si elles sont très menaçantes, on pourra toujours les gérer autrement, ne gaspillez pas ces sorts sur ça. La pioche, c'est un moteur important dans notre jeu, puisque nous avons vu que si nous arrivons à piocher 2 cartes dans le même tour, on pourra créer beaucoup de jetons. Notre commandeur sera notre principale source de pioche, il faut bien l'avouer. Et je vais d'ailleurs attirer votre attention sur une mécanique particulière qui est un petit peu dissimulée dans notre commandeur, c'est qu'il se déclenche aussi si nous perdons 4 points de vie. C'est-à-dire que si un adversaire nous attaque avec suffisamment de créatures pour nous infliger au moins 4 points de dégâts et qu'on a décidé de ne pas bloquer, on va pouvoir piocher une carte. Et dans certains cas, on va gagner tellement de points de vie que cette stratégie peut éventuellement être rentable pour nous. Alors, commençons par le veilleur, hein, un couple intéressant. Le principe du partenariat, je vous le rappelle, c'est que si jamais vous savez jouer un des deux, vous allez pouvoir aller chercher l'autre dans votre bibliothèque, puis la mélanger et mettre cette carte dans votre main. C'est donc en général, dès qu'on a l'un, on a forcément l'autre du coup. Et donc, Alfino, lui, dit qu'à chaque fois qu'on va lancer notre second sort chaque tour, on va piocher une carte, ce qui, avec notre commandeur, peut nous permettre de piocher jusqu'à 3 cartes par tour et donc augmenter vraiment nos chances de pouvoir reproduire ça tous les tours. Alisae, quant à elle, va dire que le second sort que nous lançons chaque tour coûte 2 mana incolores de moins, et ça aussi, ça va beaucoup nous aider à lancer plusieurs sorts par tour et donc à pouvoir déclencher autant de fois notre commandeur. Les deux vont très très bien ensemble, évidemment, c'est pas pour rien qu'ils ont le partenariat. Ensuite, on va avoir Emmet Selch. Lui, il est vraiment très très puissant, je trouve. Alors d'abord, il dit que les sorts que nous lançons depuis notre cimetière coûtent 2 manas incolores de moins à lancer, ce qui est déjà extrêmement intéressant. Mais surtout, il dit que dès lors que un ou plusieurs de nos adversaires perdent des points de vie, on peut lancer un éphémère ou un rituel depuis notre cimetière. Notons que cet effet déclenché dit qu'on va pouvoir jouer un rituel au moment où ça se déclenche, même si c'est pas le moment où normalement on pourrait jouer un rituel. Quoi qu'il en soit, ça peut aussi se déclencher lorsqu'un adversaire perd des points de vie parce qu'il a été attaqué par un autre adversaire. Si un adversaire inflige des dégâts à un autre en l'attaquant, on va pouvoir jouer un éphémère ou un rituel de notre cimetière grâce à ça. Notons que si jamais le rituel ou l'éphémère en question retourne dans notre cimetière, on va devoir l'exiler et que cela ne se déclenche qu'une seule fois par tour, quel que soit le nombre de fois où des adversaires perdent des points de vie. Le butin de bandit, c'est évidemment un artefact qui va nous donner de la mana, il est surtout là pour ça, mais à chaque fois qu'on va commettre un crime, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va cibler un adversaire ou quelque chose que contrôle notre adversaire grâce à un éphémère, une capacité, un rituel, n'importe quoi en vérité, on va mettre un marqueur butin sur notre butin de bandit et on peut payer 2 mana incolores et retirer 2 marqueurs butin pour piocher une carte. On se servira assez peu de la deuxième capacité, mais comme piocher des cartes nous fera souvent déclencher des capacités de nos créatures pour mettre des jetons par exemple, dans certains cas ça pourrait être très intéressant si pendant le tour d'un adversaire on arrive à déclencher le butin de bandit plus notre commandeur par exemple, on aura donc pioché 2 cartes pendant un tour adverse et donc on va pouvoir créer autant de jetons qu'on a de créatures qui génèrent des jetons lorsqu'on pioche notre deuxième carte à chaque tour. J'ai déjà parlé de plusieurs cartes qui sont des sources de mana, précédemment, dans les chapitres précédents. Je vais pas revenir dessus, juste je vais préciser une chose, c'est que j'ai enlevé une certaine partie des cartes à mana pour les remplacer par des cartes à mana valant 3 ou plus, afin de pouvoir les faire synergiser avec notre commandeur. Alors ça ralentit un peu évidemment le plan de jeu puisque on va avoir moins rapidement notre source de mana à disposition, mais je trouvais que c'était plus intéressant sur le long terme dans le jeu de faire ainsi et donc j'ai pris le parti de le faire. J'ai notamment ajouté la carafe intarissable car elle nous permet d'avoir une main sans limite. Et comme on risque de beaucoup piocher, si notre commandeur se déclenche vraiment comme on le souhaite, ça sera toujours intéressant. Et ensuite, on peut aussi noter une petite mention spéciale sur la carte de l'archéomancien. Lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille, on va chercher deux plaines dans notre bibliothèque, les révéler et les mettre dans notre main. Et à chaque fois qu'un adversaire va faire arriver en jeu un terrain supplémentaire pendant son tour, on va pouvoir jouer une carte de notre main de terrain et la mettre sur le champ de bataille. C'est vraiment un très bon artefact et bien entendu, comme il vaut 3 mana, il va déclencher lui aussi notre commandeur. Il y a au total 13 cartes de mana dans le deck. Soit ils donnent de la mana, soit ils réduisent les coûts de nos sorts. J'ai déjà mentionné la plupart de ces cartes dans les chapitres précédents, je ne vais pas y revenir. Je vais finir juste par les deux particuliers dont je voulais encore vous parler. Il y a la relique de légende. Elle va nous donner le mana de n'importe quelle couleur quand on l'engage. Elle coûte 3 mana, donc peut déclencher notre commandeur. Et elle dit qu'à chaque fois qu'on engage une créature légendaire pour
déclencher l'effet de la relique des légendes, on ajoute une mana de la couleur de notre choix à notre réserve de mana. C'est vraiment une très très bonne source de mana. Et ensuite, on a la caravane du cultivateur. Bon, c'est tout simplement un caillou pour 3 qui donne une mana de n'importe quelle couleur au départ. Mais si jamais il n'y a pas de défense en face, par exemple, après un sort de gestion de masse, ça peut arriver qu'un joueur n'ait pas eu le temps de remettre de la défense. Eh bien, nous allons pouvoir, dès qu'on a de quoi le piloter, l'attaquer avec une 5-5. Et c'est dans ces situations-là où ce petit caillou prend tout son intérêt. Évidemment, il vaut 3 manas, donc il va aussi pouvoir déclencher notre commandeur. Alors voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo. Encore une fois, c'est la première fois que je fais ça. J'ai vraiment complètement changé la structure et la stratégie de base du deck préconstruit, mais je trouvais que le deck ne synergisait pas suffisamment avec le commandeur. Il y avait beaucoup de cartes qui partaient dans tous les sens, qui n'avaient pas de synergie. Alors, ok, ils étaient peut-être issus de l'univers de Final Fantasy et respectaient le lore, mais je trouvais ça quand même dommage de partir sur un deck qui a un commandeur si intéressant et d'en faire quelque chose de si peu synergique. Donc j'ai pris la liberté de le modifier pour en faire quelque chose qui devrait beaucoup mieux tourner. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'approche que j'ai choisi d'opérer pour ce deck. Si ça vous plaît, si ça vous intéresse, si vous préféreriez vous le construire différemment, en tout cas j'en débattrai avec plaisir avec vous.